Alors, comme Nicole l'a dit, je travaille comme médiateur professionnel depuis 21 ans maintenant. Psychologue à la base, donc j'ai travaillé aussi comme psychologue en cabinet, comme responsable RH, comme manager. Puis du coup, ça me donne un regard aussi assez polyvalent sur l'entreprise en général et puis les interventions qu'on peut faire en entreprise. Dans l'exposé de cet après-midi, j'avais envie de commencer par un préambule. On a mis un titre un peu accrocheur, mais dans le fond, c'est vrai que souvent on voit que la médiation est relativement bon marché par rapport à des procédures en justice. On verra que les choses ne sont pas forcément exclusives. Le constat que je fais, le premier, c'est la lenteur des procédures en justice. Selon des statistiques qui ont été faites dans le canton de Vaud il y a pas très longtemps, une procédure en justice, depuis l'ouverture de la procédure jusqu'à la première décision, dure en moyenne 270 jours, c'est-à-dire 9 mois. Donc je vais juste fermer ma fenêtre. Donc on est sur quelque chose qui est effectivement très long. La deuxième chose que je trouve intéressante dans une procédure en justice, c'est que, a priori, la plupart des conseils vont défendre les intérêts de leurs clients respectifs et ne vont pas défendre les intérêts de la relation qu'il pourrait y avoir entre les clients. La troisième chose qui me paraît importante à relever, c'est que l'établissement d'une relation commerciale, c'est quelque chose qui, a priori, coûte cher et qui prend du temps. Ça veut dire que quand on commence à démarcher un client, on va compter au moins 6 mois pour que ça commence à porter des résultats. Une relation commerciale, ça met du temps à s'établir. C'est important de pouvoir la conserver. Et une action en justice, ben, elle a plutôt tendance à rendre les positions extrêmes et à compliquer les choses. Euh, la justice, dans la résolution des cas, par rapport à la pérennité des solutions, ben, c'est vrai que souvent elle échoue parce que fondamentalement, c'est impossible de mettre les gens d'accord pour une raison très simple, c'est qu'on a tous raison. On ne traite que 1% des informations qu'on capte ou qu'on perçoit. Donc, on est toujours convaincu d'avoir raison. Et ça, ben, la justice ne peut pas y faire grand-chose parce que la justice ne se préoccupe que des faits. Et tant qu'on va rester sur les faits, on n'arrivera jamais à mettre les gens d'accord. Et donc, le juge va devoir trancher. Et on aura forcément une personne qui sera satisfaite et l'autre moins. Mais du coup, on va avoir une situation qui perdurera. La justice ne travaille que sur les faits, elle ne travaille pas sur les ressentis. Euh, et ça, je pense que dans l'échec de la justice, entre guillemets, c'est quelque chose qui est fondamental, bah, c'est qu'elle ne prend pas en compte l'émotionnel. Et l'émotionnel, dans la majorité des situations qu'on traite, c'est quelque chose qui va pouvoir permettre à terme la résolution. La justice ne prend pas en compte non plus une chose qu'on traite en médiation qui est le besoin des parties. Ça veut dire qu'à partir de l'exposé d'un cas, on va aller vers des solutions, mais que souvent ces solutions, dans le fond, ne correspondent pas aux besoins réels des parties. Je pense par exemple, cette dame qui m'avait consulté dans une affaire de harcèlement sexuel, dont le besoin, qui est arrivé en disant j'aimerais porter plainte, je lui ai expliqué la procédure, et puis après 1 heure d'entretien, je lui dis, mais dans le fond, madame, de quoi est-ce que vous auriez besoin? Puis elle me dit, moi, j'aurais simplement besoin que les choses soient mises par écrite. J'ai pas besoin d'aller en justice, mais j'aimerais que les faits figurent quelque part. Et donc, du coup, on a gagné beaucoup de temps, parce que son besoin à elle, c'était simplement que les choses puissent être écrites. Sur la médiation en général, j'aime bien l'idée que c'est un art exercé par des professionnels formés dans un cadre précis. Et une des choses qui me frappe dans la société dans laquelle on vit, c'est que souvent on va confier des mandats de médiation à des professionnels qui ne sont pas formés et qui ne travaillent pas avec les règles de l'art quelque part.
Je ne sais pas si vous vous rappelez le cas Suisse Metal dans le Jura, où on avait un conflit majeur entre la direction, la base. On a fait intervenir Monsieur Bloch, des chocolats Bloch dans le Jura, qui était multilingue, qui connaissait bien la région, qui était un notable, et on l'a nommé médiateur dans cette situation. Euh, on travaille, nous, toujours en confidentialité stricte. Monsieur Bloch, avant d'entrer en fonction, a déjà commencé à publier des trucs dans la presse, ne respectant pas une de ces règles fondamentales. Monsieur Bloch a mis autour de la table la direction de Suisse Metal et les syndicats, mais la base ne se sentait pas représentée par les syndicats. Syndicat Unia, d'ailleurs, qui, entre parenthèses, au moment des négociations, venait de licencier 107 collaborateurs au siège principal à Zurich, donc en fait qui n'avait aucune crédibilité ou capacité de représentation de la base. Donc quand je dis que c'est des professionnels formés, c'est vrai que pour nous les médiateurs c'est difficile parce que souvent on voit que les autorités font appel plutôt à des notables, à des gens qui vont faire leurs bons offices, mais qui profondément ne sont pas des médiateurs avec ce cadre précis dans lequel on travaille, c'est-à-dire une neutralité bienveillante, une confidentialité stricte, et puis des règles sur la manière de pratiquer la médiation. Les buts de la médiation, parce qu'on est toujours dans l'idée qu'on va chercher une solution. On a toujours besoin de trouver une solution. Et puis j'aimerais rappeler ici que dans les buts de la médiation, un des premiers buts, c'est de traiter concrètement les besoins des parties. Et j'insiste sur le mot concrètement, parce que je crois que c'est le mot que j'utilise le plus souvent en médiation. On est dans un secteur hospitalier. Après 1 heure de médiation, un grand infirmier me dit, Monsieur Rosset, merci beaucoup de nous avoir aidés. Il faut qu'on élabore une stratégie. Et puis, il faut qu'on élabore une stratégie. Pour moi, ça veut dire que on peut revenir 6 mois plus tard et ce sera toujours rien passé. Churchill disait, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Autrement, créez un groupe de travail. Et pour le médiateur, cette question concrètement, c'est dans le fond la question qu'on devrait se poser à l'issue de chaque séance, de dire simplement, OK, maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on va régler le problème? Donc ça, pour moi, c'est le premier but de la médiation, c'est de traiter concrètement les besoins des parties. Un autre but fondamental, c'est de restaurer le lien et une communication qui soit efficace, efficiente et surtout respectueuse. Mais il y a vraiment cette idée de pouvoir recréer un lien. Et puis, la troisième chose, c'est de mettre en œuvre une régulation efficace, parce que dans le fond, ce qu'on voit, c'est que la plupart des situations de conflit qui ont pris de l'ampleur ont pris de l'ampleur simplement parce que les gens ne se parlent pas. Et du coup, la mise en place d'une régulation efficace, en particulier dans le milieu professionnel, c'est de prendre du temps chaque semaine pour se demander comment ça a été pour toi cette semaine, de pouvoir, à intervalles réguliers, dans n'importe quelle équipe, quelle que soit sa taille, simplement pouvoir se poser la question régulièrement, comment ça a été, et de pouvoir débriefer rapidement les situations qu'on vit. J'ai rajouté à côté 8, 36, 56. 8, c'est le pourcentage d'informations qui passent quand j'envoie un message écrit à quelqu'un. Ça veut dire qu'un mail, un SMS ou un WhatsApp laisse 92% d'incertitude à la personne qui le reçoit sur ce que je voulais vraiment dire. 36, c'est quand je téléphone à une personne, je rajoute l'intonation et l'intonation va me rajouter 36% supplémentaires sur la compréhension du message. Et puis le 56 final, c'est 56% qui se rajoutent avec la communication non verbale. Donc, quand je parle de régulation efficace, je parle réellement de séances en présentiel dans lesquelles on va simplement faire un check sur la période écoulée pour voir dans le fond comment les gens vont simplement et pouvoir évoquer ce qui a bien joué, ce qui a mal joué,
Mais c'est quelque chose, alors qu'on a en partie perdu avec le Covid, depuis qu'on est tous à la maison avec nos Zooms respectifs. Ce sera intéressant de voir à échéance relativement rapidement quel pourcentage d'informations on arrive à véhiculer via la visioconférence. Dans ma pratique depuis le mois de mars, je n'ai pas fait de médiation en visioconférence parce que j'estime que je perds trop d'informations pour pouvoir piloter correctement le processus. Ça, c'est quelque chose ça, c'était mon ressenti personnel, je dirais. Je pense en entretien individuel, par téléphone ou par Zoom, ça joue très bien. Ça veut dire que je recueille toute l'information dont j'ai besoin. Mais avec le support, avec ce média, je trouve très difficile, dans le fond, de conduire une médiation. Euh, Construire ensemble des solutions pérennes, il ne s'agit pas d'avoir une solution maintenant, mais il s'agit de travailler avec les parties sur la construction de solutions qui sont des solutions à longue durée. En fait, il s'agit surtout de construire les outils avec lesquels les parties pourront gérer les crises futures. Donc on n'est pas sur la résolution d'un problème momentané, on est réellement sur restaurer un lien, une communication efficace, efficiente et respectueuse qui permettent de régler les problèmes futurs. Redonner du temps au temps. En fait, on voit qu'avec les supports électroniques, avec cette espèce de folie dans laquelle, bonjour Nicole qui est sur son smartphone, voilà. Non, mais c'est typique. Ça veut dire que tu es en train de répondre à un truc qui est urgent ou qui paraît urgent. Et puis je trouve qu'en médiation, on doit aussi retravailler sur la notion d'urgence. Moi, quand quelqu'un m'appelle et me dit j'ai besoin de vous voir de manière urgente, je dis mais quel est votre degré d'urgence? Ah, c'est hyper urgent. Je dis ok, on se voit dimanche. Puis là, les gens disent non, 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 ça peut attendre. Donc on a relativisé aussi la question de l'urgence. Et très souvent, un processus de médiation peut prendre un certain temps parce que les gens doivent maturer les choses. Et dans le fond, avec WhatsApp, LinkedIn, Facebook et tous ces machins, ben c'est vrai qu'on prend plus le temps de maturer les décisions, de leur laisser le temps nécessaire pour que ce soit de bonnes décisions et pour aller vers des solutions qui vont durer sur le temps. Redonner du temps au temps. Hein. Pour moi, l'urgence, c'est l'AVC, la crise cardiaque, la trachéotomie. À part ça, si on le fait tout de suite, ou si on attend 10 minutes, ou un quart d'heure, ou 2 jours, il faut que le cerveau ait le temps d'élaborer les choses. La médiation, elle n'est pas adéquate dans toutes les situations. Et puis c'est pour ça que je terminerai tout à l'heure en disant pas médiation ou justice, mais je dirais médiation et justice, parce que je pense que la médiation n'est pas adéquate dans toutes les situations et qu'on devrait privilégier la médiation dans les situations dans lesquelles on a une certaine marge de manœuvre. Ça veut dire, si je me trouve face à des parties qui sont tellement bornées qu'elles ne peuvent pas se mettre à la place de l'autre, qu'elles ne peuvent pas envisager une négociation ou la mise en place d'un processus, je pense que la médiation ne sera pas adéquate. La médiation, elle est utile quand les parties expriment une volonté de poursuivre la relation. Je pense par exemple au chef du service des affaires juridiques chez Nestlé qui donnait cet exemple. Nestlé avait inventé une paille à la fraise et une paille au chocolat. Et en fait, c'était une paille qui contenait une poudre. Et quand on mettait la paille dans un verre de lait, la poudre se diluait et donnait une boisson au chocolat ou à la fraise. Et quand Nestlé a sorti le produit sur le marché, ils n'avaient pas fait gaffe. Mais en fait, il y avait une société anglaise qui avait développé ce produit-là, qui avait déposé les brevets et qui a évidemment tout de suite attaqué Nestlé en disant mais attendons, ça c'était breveté. Plutôt que de partir en procès, Nestlé s'est mis en contact avec cet entrepreneur britannique
Et ils ont découvert un inventeur génial, un gars qui produisait des brevets de manière très régulière. Et pour eux, c'était intéressant non pas de partir en procédure, mais de développer une relation avec cet inventeur génial. Et du coup, Nestlé a décidé de mettre en place une procédure de médiation avec ce monsieur, avec cette idée qu'on allait poursuivre et développer une relation. Donc là, il y avait un intérêt pour les deux parties. Les parties expriment la volonté de bien terminer leur relation. Souvent, on va être appelé pour des médiations en entreprise quand on va mettre un terme à un contrat ou l'employé se sent lésé. Et dans le fond, par rapport à l'image de l'entreprise, c'est vrai que si la relation peut se terminer correctement, c'est tout bénéfice, aussi bien pour la personne qui part que pour l'entreprise en termes d'image. Et puis, un dernier cas de figure de situation dans lesquelles la médiation paraît adéquate et importante, c'est clairement les situations dans lesquelles les parties sont obligées, même si elles ne le souhaitent pas, de maintenir une relation parce qu'elles vont avoir un bien commun à gérer ou parce qu'elles vont devoir, dans le cadre familial, mettre en place une garde partagée. Ça veut dire qu'elles vont être obligées d'être en relation pour les 15-20 ans à venir. Voilà des situations dans lesquelles la médiation me paraît être indiquée et utile. Ça veut dire que je me trouve avec des gens qui me donnent une certaine marge de manœuvre, des fois même 5%, mais cette idée que je peux arriver à me mettre un petit peu à la place de l'autre, des gens qui veulent poursuivre une relation, des gens qui veulent bien terminer une relation, ou bien des gens qui vont être obligés de rester en relation à cause d'événements extérieurs, c'est-à-dire un bien commun ou une garde partagée. Mais, donc je l'ai dit, la médiation n'est pas adéquate dans toutes les situations. Et puis, on est dans un climat, je mets le temps du jeu, n'est pas favorable à la médiation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a depuis 30, 35, 40 ans une espèce de montée de l'individualisme au détriment du groupe. Et ce que je trouve intéressant dans cette idée-là, c'est que on l'a vu par exemple avec les assurances de protection juridique qui ont décidé d'offrir la médiation comme une possibilité à leurs membres, mais des fois à concurrence ils montent des fois jusqu'à des 100 000 francs hein, de prise en charge, ce qui ne sera jamais le coût d'une médiation. Et c'est une prestation qui ne marche pas. Ça veut dire que malgré tout le travail qu'on a fait avec les assurances de protection juridique, c'est très rare que les assurés acceptent d'entrer en médiation. Parce que dans le fond, ils ont payé une protection juridique pour défendre leurs intérêts individuels et du coup, ils ne vont pas entrer dans une procédure dans laquelle ils devraient se mettre autour de la table et négocier avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je mets le temps du jeu n'est pas favorable à la médiation, parce que dans le fond, chacun travaille pour défendre ses propres intérêts plutôt que l'intérêt de la relation, en se réfugiant derrière un avocat bon marché, puisque dans le fond, la protection juridique permet d'avoir un avocat à relativement bon compte. La troisième chose, on entend beaucoup des médiateurs qui parlent de win-win. La médiation, c'est win-win. Ça veut dire que tout le monde y gagne. Et puis, à mon sens, ça, c'est un leurre. Je pense que la médiation, c'est lose-lose. Ça veut dire que chacun doit laisser un petit bout dans la médiation, mais ce qui gagnera au bout, c'est la relation. Donc, dans la médiation, je ne peux pas aller en médiation en espérant tout remporter. Ce n'est pas l'objectif de la médiation. En médiation, je vais faire entendre mes besoins, et puis ensemble, on va essayer de chercher la meilleure manière de travailler sur nos besoins respectifs. Mais tout le monde devra y laisser un petit bout. Tout le monde devra faire un pas de manière à ce que finalement, ce soit la relation qui gagne dans cette histoire. Euh, une petite parenthèse, mais dans le fond, quand on parle de médiation, on pense toujours au relationnel. Et une des choses qui me frappe en entreprise, c'est que toutes les situations dans lesquelles on intervient, on va avoir des composantes qui sont des composantes personnelles, et c'est particulièrement flagrant dans cette période
Covid ou post-Covid, où, dans le fond, on est tous impactés par la situation environnementale. Donc, les gens arrivent en entreprise avec leur vécu à la maison, leur vécu, ces soupapes qui ont disparu. Le deuxième cercle, c'est le cercle du relationnel. Je travaille en entreprise avec des gens que je n'ai pas choisis. Donc forcément qu'il va y avoir des choses qui sont peut-être plus compliquées à gérer. Et puis finalement, on est souvent confronté à des situations dans lesquelles c'est l'organisation elle-même de l'entreprise qui est génératrice de souffrance, de conflits. Une entreprise mal organisée va aussi être une entreprise dans laquelle on va voir émerger des bulles conflictuelles. Donc pour moi, le médiateur qui intervient en entreprise, c'est toujours un médiateur qui va devoir prendre en compte ces trois aspects, l'aspect personnel, l'aspect relationnel et l'aspect organisationnel. Euh, des fois, je pense à cette patronne qui me demandait d'intervenir dans une entreprise dans laquelle elle avait licencié une collaboratrice, et puis cette collaboratrice allait travailler encore pendant 6 mois. Et puis la demande, c'était faites une médiation de groupe parce que c'est le bordel. Et puis j'ai simplement dit à la dame, mais quand vous achetez des fraises et puis qu'il y en a une pourrie dans le panier, vous faites quoi? Elle me dit, bah, je l'enlève. Je dis, mais vous n'avez pas besoin d'une médiation. Enlevez la fraise pourrie, parce que si vous la laissez, elle va contaminer l'ensemble de l'atelier, et ensuite ce sera des mois, voire des années, pour pouvoir restaurer un climat de travail qui soit favorable. Et là, on était clairement sur un de ces trois aspects. Elle se focalisait sur le relationnel, ça veut dire il y a quelque chose à faire au sein de l'équipe, mais dans le fond, vous aviez une dimension organisationnelle, ça veut dire on avait décidé de se séparer d'un collaborateur et on n'avait pas besoin d'une médiation. OK, on parle de médiation, mais dans le fond, à part les médiateurs qui sont présents aujourd'hui, beaucoup ne savent pas concrètement comment ça se déroule. Donc je me suis dit que c'était peut-être bien de mettre juste un slide sur le déroulement effectif d'une médiation, qui commence pour moi toujours avec des entretiens individuels de préparation. Ça veut dire que j'ai besoin de savoir dans quel monde j'interviens, que j'ai besoin de savoir qui j'aurai en médiation, et puis d'évaluer l'état émotionnel des gens avec lesquels je vais travailler. Quand j'ai quelqu'un qui est trop dans l'émotion, il n'est pas prêt pour la médiation. Quand je suis trop dans l'émotion, je ne suis pas prêt à entendre ce que l'autre a à dire, ou je suis peut-être même tellement dans l'émotion que je ne peux pas exprimer ma propre émotion. Donc, en entretien individuel de préparation, je vais devoir évaluer l'état émotionnel des gens avec lesquels je vais travailler et puis essayer de comprendre le monde dans lequel j'interviens, m'approprier petit à petit ce monde dans lequel j'interviens. Nicole, que j'aime bien chicaner, s'est présentée tout à l'heure comme la directrice du RCE, mais le monde de Nicole, c'est un autre monde. Le monde de Nicole, c'est le monde de la vigne, le monde du vin, c'est le monde d'une PME qui produit. C'est un univers dans lequel elle a grandi pendant longtemps. C'est un univers dans... Et du coup, si je veux adresser un message à Nicole et être sûr que Nicole comprend ce que je vais dire, ben, je dois m'intéresser à son monde d'origine dans lequel je vais pouvoir trouver des images. Le raisin, ça ne sert à rien de le récolter s'il n'est pas mûr. Ce problème, ça ne sert à rien de le traiter si on n'a pas laissé un certain temps de maturation. Je vais essayer d'entrer dans son univers pour... ben voilà, un exemple. Une fois que les entretiens individuels ont été faits et que j'ai décidé d'accepter la médiation, parce que je ne vais pas accepter dans tous les cas de faire la médiation, on va organiser une première séance plénière dans laquelle on va accueillir les parties ensemble. Phase 1 de cette séance plénière, le premier, c'est le récit, et puis l'expression et le partage des ressentis. On verra, comme je l'ai dit avant, que les gens n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur les faits, mais du coup, par rapport à chaque situation qui est évoquée, on va questionner les parties sur leur ressenti dans ce qui est décrit comme la situation qui a été vécue.
Ensuite, on a une phase qui est l'expression des besoins. Et ça, c'est vraiment cette question, qu'est-ce qui serait important pour vous, madame ou monsieur? De quoi est-ce que vous auriez besoin, madame ou monsieur? Et puis, si les gens n'arrivent pas à répondre à cette question, on peut reformuler en disant qu'est-ce qui serait important? Ou bien, une question que j'aime bien, c'est, mais dans le fond, de quoi avez-vous peur? Parce que si on n'est pas clair sur ses besoins, on est souvent plus clair sur ses peurs. C'est plus facile d'identifier ses peurs que ses besoins. Et à partir des peurs, on peut partir sur les besoins. Ensuite, on a une phase qui est la phase de recherche de solutions. Et quand je dis que la médiation est un art, c'est une phase de la recherche de solutions dans laquelle ce qu'on va attendre du médiateur, c'est qu'il se taise. C'est-à-dire, ce n'est pas au médiateur d'apporter des solutions, mais c'est au médiateur de faciliter la recherche de solutions entre les parties. On a toujours des dizaines de milliers de solutions en tête, mais ces solutions-là, c'est les miennes. Et du coup, c'est important que les gens fassent émerger leurs propres solutions. Et donc, l'arme fatale du médiateur, c'est son silence, parce que c'est dans le silence que vont pouvoir se construire les meilleures solutions. 4, le verrouillage des solutions. Puis là, je reviens avec ma question concrètement. On va aller aussi loin que possible dans les détails de la mise en application de la solution pour garantir que la solution puisse effectivement être mise en œuvre. Parce que ce qu'on voit très souvent, c'est que on s'est mis d'accord sur une garde partagée du mercredi après-midi au vendredi, ok. Mais le mercredi, à partir de quelle heure? Parce que vous avez le repas de midi ou pas. Les habits, est-ce qu'il les prend chez toi ou est-ce que c'est moi qui en achète? Si tu peux pas être là à 2 heures, qu'est-ce qui se passe? Le vendredi, est-ce que c'est toi qui les ramènes? Est-ce que c'est moi qui viens les chercher? Ça, c'est un exemple dans un conflit conjugal. Mais dans le fond, si chacun de ces détails n'a pas été réglé, le risque qu'on parte en procédure ensuite est important. Quand on parle de conflit professionnel, c'est exactement la même chose. Quand les gens disent ah oui, vous avez raison, M. Rosset, ce serait bien qu'on se voie régulièrement, c'est parfait. Puis moi, je dis ok, régulièrement, ça veut dire à quelle fréquence? Oh, ben, il faudrait qu'on essaye une fois par semaine. Alors, déjà, ça, c'est le truc que je supporte pas. Il faudrait, puis ça veut déjà dire que ça ne se fait pas. Et puis ensuite, il faudrait qu'on essaye. Ça veut dire qu'on s'autorise déjà à ne pas le faire. Donc moi, je dis non. Essayer, ça n'existe pas en médiation. Il faut qu'on, non plus. Soit on fait pas. Oui, alors d'accord, alors on fait une fois par semaine. OK. Qu'est-ce qu'il y a comme jour dans lesquels vous êtes sûr de vous trouver ensemble au bureau? Ah ben moi, je bosse que mercredi, jeudi, vendredi, puis l'autre, la mi-temps, elle travaille lundi, mardi, mercredi. D'accord, donc le seul jour qui nous reste, c'est le mercredi matin. Vous commencez à quelle heure le mercredi? Et puis on va aller, ok, puis vous vous rencontrez où? Est-ce que c'est dans votre bureau, madame, ou est-ce que c'est dans l'autre bureau? Quel est le... Et dans le fond, on va verrouiller la solution, préciser les détails, jusqu'en dans les détails les plus infimes, pour s'assurer que, effectivement, cette régulation hebdomadaire puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Si vous ne le faites pas, vous revenez un mois plus tard. Ah, ouais, on avait imaginé se voir, mais on n'a pas pu parce qu'il y a. Non, 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 no way. Hein. On va vraiment dans la solution concrète, dans la mise en œuvre de la solution concrète. On n'arrive pas toujours à faire ça dans la première séance. Par contre, une chose qui est essentielle, c'est le travail des petits pas. Les gens sont venus avec un problème global. On ne va pas pouvoir le résoudre en une séance. Par contre, on va commencer à pouvoir mettre en place des choses jusqu'à la deuxième séance. Mettre en place des choses jusqu'à la deuxième séance, ça veut dire dans le mois qui vient concrètement comment vous allez faire. C'est relativement simple. Mais cette systématique des petits pas fait qu'on peut avancer vers une solution globale qui nous permettra d'arriver ensuite à résoudre le cas. Deuxième plénière, j'ai mis vérification de la mise en œuvre, ajustement. Ça veut dire qu'on a pris des décisions dans la première séance, mais que dans le fond, pour des raisons X ou Y, on n'a pas forcément pu mettre en œuvre. Donc on va faire
des réglages, on va refaire un verrouillage pour s'assurer que ce qui a été décidé peut effectivement être mis en œuvre. Et puis la troisième plénière, j'ai mis suivi de médiation. Alors là, on est sur, je dirais, ma vision assez classique de la médiation. Ça veut dire que, en principe, un problème, en 3 séances, il est réglé. Si en 3 séances, je n'ai pas réussi à le régler, c'est qu'il faut arrêter. Marc, Oui, Nicole. j'ose t'interrompre. Ouh là là, maintenant j'ai de l'écho. Euh, pour moi, ce qui était peut-être intéressant que tu soulèves, la médiation dans un cadre privé, on y arrive souvent pour ceux qui l'ont testé malheureusement au tribunal où le ou la procureure nous demande si, voilà, si on peut s'entendre et qu'on nous fournisse un médiateur. Dans le cadre d'une PME, comme tu en as parlé avant, moi, c'est vrai qu'avant de rencontrer, avant d'avoir des experts, enfin un expert en médiation, et d'ailleurs, tu as déjà travaillé avec certains de nos entrepreneurs, dans le monde de l'entreprise, je trouve que nous, en tant que patron de PME, on n'a encore pas forcément. Est-ce que tu arrives à détailler un petit peu comment est-ce que nous, patrons, entrepreneurs, est-ce qu'on arrive à la médiation? Ben, ce que j'ai dit avant, c'est qu'il y a des cas dans lesquels il me paraît que la médiation, elle est utile et appropriée, et puis d'autres dans lesquels la médiation ne semble pas adéquate. Alors tu me diras, c'est difficile de déterminer ça a priori. Moi, je dirais que la première indication pour la médiation, c'est toujours un conflit. Dans le fond, c'est ça le champ d'activité du médiateur, c'est le conflit. Au moment où il y a un conflit, il me semble fondé euh, de voir si l'entreprise peut décider toute seule de régler le conflit, par exemple en se séparant d'un collaborateur, ou bien si l'entreprise souhaite conserver les deux parties parce que les deux parties ont une valeur ajoutée pour l'entreprise. Puis ça, c'est assez souvent le cas. C'est de dire on a deux personnes qui sont en conflit, mais on aimerait bien les garder tous les deux, et du coup, on souhaite la mise en œuvre d'une médiation. À ce moment, on va faire appel à un médiateur externe qui va aussi pouvoir dire simplement sur la situation, oui, je pense que la médiation est adéquate, après avoir entendu les parties, ou bien non, je pense que la médiation est inutile. Maintenant, ce qui me paraît fondamental aussi, c'est que un patron d'entreprise ou un responsable RH n'est pas un médiateur. Mhm. Il est dans une posture dans laquelle il peut faire de l'arbitrage, ça veut dire il peut entendre les parties, tenter la conciliation, mais il y a un moment où il peut prendre une décision, parce que c'est lui qui a la signature. Tandis qu'un médiateur, il est dans une posture qui est une posture de neutralité bienveillante, il ne peut pas décider sur la situation, mais il peut faciliter sa résolution. Ouais. Moi, juste comme message, si jamais ce que je trouve important, c'est que dans des grandes entreprises, moi j'ai travaillé dans des multinationales, donc à ce niveau-là, évidemment qu'on avait un responsable RH qui nous aurait aiguillé à l'époque vers un médiateur. Maintenant, enfin moi avec 5 collaborateurs, je pense que là, il y a quelque chose à faire encore. Bon, on le fait notamment au travers du RCE, puisque tu as pu accompagner certains de nos PME. Mais c'est vrai que nous, dans nos PME traditionnelles, on a peut-être moins, et c'est dommage, moins le. On vous connaît moins. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement continuer à mettre en avant. Maintenant, j'arrête de parler. Je te laisse. Marc, le micro. Marc. Il m'a coupé le micro. Je ne sais pas qui c'est qui m'a coupé le micro. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la question fondamentale à se poser, c'est quelle est la valeur ajoutée de ces deux collaborateurs pour l'entreprise? Et puis, combien ça me coûterait de devoir en remplacer un des deux? Parce que ça, un coût de recrutement, un coût de formation sur plusieurs mois, c'est un coût qui est énorme. Donc, si la valeur ajoutée des collaborateurs pour l'entreprise est importante, la question de la médiation, même dans une petite équipe, devrait se poser. Parce qu'un coût de formation sur 6 mois ou le coût d'un recrutement sera de toute manière plus cher que le coût d'une médiation.
Autre question? Non? C'est bon? Oui, Marc? Oui. Oui, effectivement, ce que je trouve dans une PME, alors moi je connais la médiation, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Si je parle avec d'autres entreprises qui ont des PME, ça ne reviendrait même pas à l'idée de faire une médiation, parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, il y a un problème, on se débrouille entre nous. Donc c'est un peu là où je rejoins Nicole de dire que faire, entre guillemets, plus de pub ou plus de se faire connaître, que oui, on peut faire une médiation. Probablement que des grandes PME, elles le savent, mais les petites PME, je dirais entre 5 et 30 collaborateurs, on leur parle de médiation, ça ne leur dit rien. Tu vois, c'est un peu dans ce sens-là d'arriver à mieux se faire connaître. Sur Neuchâtel, on a des associations où c'est plus ou moins obligatoire d'avoir une association de médiation dans notre entreprise. Ça fait partie des choses légales à avoir. Si les ouvriers ont un problème, ils peuvent appeler un médiateur. Maintenant, je ne sais pas si c'est cantonal ou pas, mais c'est vrai que je trouve que c'est un métier qui est chouette et qui n'est encore pas très développé dans les petites PME. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que ça fait 20 ans que je fais de la médiation. Il y a 20 ans, ce n'était pas du tout connu, clairement. On a créé une première association qui s'appelait conflit.ch. On a eu le privilège d'avoir une page dans le cahier emploi de 24 heures. Et puis que depuis, bah, ça a fait beaucoup de chemin. Depuis, mais en même temps, ce qui me frappe, c'est typiquement comme dans un webinaire comme aujourd'hui, la majorité des participants sont des médiateurs. La Chambre vaudoise de commerce et d'industrie avait organisé les petits déjeuners de la médiation. Ils ont arrêté parce qu'il n'y avait que des médiateurs qui participaient. Donc, je suis preneur de toute manière pour aller contacter les patrons de PME, mais je n'ai pas encore trouvé la clé. On a essayé avec mon associée Christine, qui est là, on a fait une conférence de presse parce qu'on est actif dans la médiation dans le cadre de transmission d'entreprise. Parce que s'il y a un domaine dans lequel l'émotion est déterminante, c'est vraiment la transmission d'entreprise. Et du coup, on a la conviction depuis plus de 2 ans maintenant que la médiation dans la transmission d'entreprise, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'on peut évoquer l'émotionnel, on peut évoquer les ressentis, et puis du coup, on peut faciliter le règlement des situations. On a fait une conférence de presse, on a édité une brochure, on a fait plein de choses, mais c'est vrai qu'on a reçu très peu de demandes en transmission d'entreprise, alors que quand on parle du produit, les gens sont convaincus. Mais franchement, c'est vrai, et puis ça, c'est peut-être une problématique à élaborer dans le cadre du RCE, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire passer le message aux patrons de PME? Et moi, à ce jour, je n'ai pas trouvé de solution. On va réfléchir. On t'a pas entendu, Nicole. Non, je pense que justement, au sein du RCE, c'était quelque chose qui est important de mettre en avant. Parce que je te rejoins, Pascal, on a encore dans le milieu professionnel peu le réflexe. Ok, alors j'enchaîne avec, mais ça, je sors un petit peu du cadre de la médiation, mais dans le fond, ce qui me frappe, c'est la mauvaise image des ressources humaines en général en entreprise. C'est une image qui a été un peu dévoyée parce qu'ils sont associés au management, parce qu'ils sont associés à la ligne, parce que chaque fois qu'il y a un entretien difficile, on met les ressources humaines dedans. Et dans le fond, en termes d'image, on a un gros problème en entreprise. Et je suis un ardent défenseur d'une gestion humaine des ressources plutôt que d'une gestion des ressources humaines avec ce concept que je trouve fondamental qui est dans la congruence. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'arriverait jamais à mettre les gens d'accord sur les faits parce qu'on a une capacité à percevoir ce qui s'imprime sur le visage de l'autre qui est faite en 2/100 de seconde. Et c'est une des lignes fortes d'un médiateur, c'est d'être aligné avec lui-même. Ça ne sert à rien d'essayer d'être neutre si mon visage, d'emblée, il dit que je ne suis pas neutre. Ça ne sert à rien d'être faux. Et dans le fond, dans le bouquin qu'on a écrit sur la médiation, que vous avez là à l'écran, la première chose qu'on a mis sur la première page à propos du médiateur, c'est « deviens qui tu es ».
Et en fait, pour moi, un médiateur, c'est quelqu'un qui doit être aligné, c'est quelqu'un qui doit être sur une ligne, qui doit être congruent. Je terminerai peut-être juste en disant que c'est pas médiation ou justice, mais pour moi, c'est médiation et justice. Parce que dans le fond, il y a des voies, il y a des situations dans lesquelles c'est fondamental de pouvoir obtenir une décision de justice et que la médiation n'est pas forcément adéquate dans toutes les procédures. Voilà. Alors, je crois avoir fini à peu près avec ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Il est 14h45, on a du temps pour les questions et je vous remercie de votre attention. J'ai plein de puces en bas de mon écran, DR, TP, MW, BS, IJL et DH, qui sont manifestement des participants, mais que je ne vois pas. Mais je crois que pas tout le monde a activé sa caméra. Donc, merci beaucoup, Marc. Donc, vous avez la possibilité soit de prendre la parole. Donc, il faut activer votre caméra et le micro. Si vous avez des questions, profitez. Marc est à votre disposition ou via le... Je ne sais pas si le chat marche. Oui. Oui. J'ai une question, Marc. Oui. Pour cette première séance où tu vas prendre contact, c'est quelque chose où tu vas gracieusement pour discuter, pour voir et faire un bilan, ou cette première séance est déjà payante? Ça dépend toutes les situations et ça dépend de la durée de la réunion. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est sollicité par une entreprise et puis qu'on prend une heure pour aller discuter avec le patron, en fait, en une heure d'entretien, on a réglé le problème. Donc, s'il n'y a pas de suite, moi, j'aurais tendance à facturer cette prestation-là. Parce que Voilà. quelque part, le fait d'avoir passé une heure avec lui a permis de trouver une solution, qui n'est pas forcément la médiation d'ailleurs, mais le problème a été réglé. Si c'est quelque chose qui va déboucher ensuite sur un processus de médiation, c'est vrai que j'aurais tendance à considérer ça comme du briefing et puis à pas forcément le facturer. D'accord. Ouais. Maintenant, quand tu disais, je reviens juste sur ce que tu as évoqué avant, par rapport à l'obligation d'avoir des médiateurs en entreprise dans le canton de Neuchâtel, il y a une obligation fédérale basée sur l'OLT3 et les commentaires du SECO de mettre en œuvre en entreprise ce qu'on appelle une personne de confiance. Oui. Ou un dispositif de prévention et de traitement de quelque chose qui est plus large que les conflits, mais qui est les risques psychosociaux au sens large, c'est-à-dire harcèlement, stress, burn-out, etc. Donc ça, c'est une obligation fédérale. C'est une prestation que plusieurs personnes à l'écran fournissent aussi et qui est dans le fond mettre à disposition des collaborateurs une permanence à laquelle ils peuvent s'adresser, qui est un espace d'écoute dans lequel un collaborateur peut venir à titre confidentiel parler de sa situation. Et ça, c'est une obligation de toutes les entreprises en Suisse depuis un arrêt du tribunal fédéral en mai 2012 qui a donné force de loi aux commentaires du SECO. Mais ça, je peux t'envoyer ou bien tu trouves sur mon site aussi les références. J'avais écrit pendant le confinement un article sur la personne de confiance qui est un peu un état des lieux de ce que c'est que la personne de confiance et comment ça marche. Ah, si tu peux m'envoyer le lien volontiers. Mais on est d'accord que cette personne de confiance ne doit pas faire partie de l'entreprise. C'est quelqu'un qui est... Alors, Ça dépend. ça peut être interne, externe ou mixte. OK. Ce que je dis simplement, c'est que une maternité qui ne ferait qu'un accouchement par année, moi, je la ferme. Oui. Une personne de confiance interne à l'entreprise qui ne fait qu'un entretien par année, elle ne peut pas garantir une qualité de pratique. Donc, mon point de vue, c'est que pour une entreprise jusqu'à 4000 collaborateurs, il vaut mieux travailler avec une personne de confiance externe. Pourquoi 4000? Parce que globalement, le volume d'appels correspond environ à 1% par année. Ça veut dire que si on met en place un dispositif dans une entreprise où il y a 100 collaborateurs, en moyenne, on aura 1 ou 2 téléphones par année. Oui, donc ça sert à rien. Ouais. 4000 collaborateurs, ça me garantit entre 40 et 60 dossiers par an.
Ça veut dire que je maintiens une certaine pratique professionnelle à longueur d'année. Si je n'ai pas cette pratique, si je ne travaille pas dans un réseau avec d'autres personnes de confiance, la qualité de ma prestation professionnelle n'est pas bonne. Oui, d'accord. Ouais, merci. Merci Marc. On a une question de Béatrice. Est-ce que l'ego est souvent déclencheur d'un conflit et la difficulté à le résoudre? Oui, Béatrice, bien sûr. Mais l'ego, l'ego, je dirais que c'est une perception que l'on a de soi-même et qu'on met en avant, de valeurs qu'on met comme des remparts en lesquels on n'est pas d'accord d'aller. Cette notion d'ego, elle est intéressante parce que c'est la barrière entre ce que je supporte et ce que je ne supporte pas, qui pourrait me blesser ou pas, et qui fait que je vais effectivement me mettre dans une situation de conflit. Alors, je rebondis là-dessus, Marc, en me disant c'est peut-être la difficulté des patrons de PME à faire appel à la médiation, parce que déjà, c'est reconnaître qu'il y a un problème dans l'entreprise, et puis c'est ne pas pouvoir le résoudre soi-même, et puis s'avouer quand même un échec. Oui, bien sûr. Ouais. Merci. Marc, on a une autre question de Mathias. Peut-être juste encore, Béatrice, faire appel à un médiateur externe, c'est faire entrer quelqu'un d'étranger dans l'entreprise. Et puis ça, c'est une difficulté. Ça veut dire que souvent, on va laisser des situations se dégrader pendant trop longtemps, parce que surtout, on ne veut pas que quelqu'un vienne dans l'entreprise. Ça, c'est évidemment un frein. Mathias. Mathias demande quel a été le cas le plus difficile pour toi jusqu'à présent, un vrai cauchemar de médiation. Merci Mathias. Ben, c'est une médiation que j'ai faite avec Isabelle Fizet, qui est avec nous. On est intervenu dans un établissement scolaire pour une médiation de groupe avec 42 personnes. Et donc, on avait 39 personnes d'un côté et on avait 3 membres de la direction de l'autre côté. On était 5 médiateurs, donc j'étais le médiateur principal, Isabelle était la co-médiatrice principale, on avait 3 autres médiateurs avec nous, et on s'est pris les pieds dans ce truc. C'était mais infernal, c'était vicieux, c'était tordu, il y avait des coups par derrière, il y avait des alliances, c'était mais une horreur intégrale, quoi. La première séance de médiation a duré 6 heures. Au bout de 5 heures et 50 minutes, quelqu'un a enfin dit « Madame la directrice, j'ai été blessé par votre décision ». Donc on commençait à être dans une vraie communication. Et puis là, moi, j'arrivais à la conclusion de la séance, qui était très lourde comme ça, et je dis, mes 42 personnes, je n'arrivais pas à voir tout le monde. Mais je dis, est-ce que vous êtes en faveur d'une deuxième séance? Et mon sentiment, c'est que tout le monde avait dit oui. Et à ce moment-là, il y a une furie qui s'est levée, qui a dit, ouais, mais qui c'est qui prend en charge les frais de la médiation? C'est un scandale, c'est pris sur le budget des élèves, machin, etc. Du coup, elle est sortie, il y en a une qui s'est mise à pleurer, enfin, c'est parti dans un truc comme ça, un peu dans tous les sens. Et c'était juste une horreur intégrale, au point qu'à chaque fois qu'on devait envoyer un message au parti pour un changement de rendez-vous, moi, j'envoyais le mail à mes collègues avant de l'envoyer pour être sûr que je n'avais pas écrit. Bon. Et puis finalement, on s'est retrouvé à la deuxième séance, et la veille de la deuxième séance, je me suis dit, non, mais c'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Ça fait des mois que ça dure, on n'est pas bien dans cette histoire. Et puis, avant la deuxième séance, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas mon problème, c'est leur problème. Donc, en fait, avant la deuxième séance de médiation, j'ai été manger au bistrot, j'ai pris 3 verres de rouge, je suis arrivé en pleine forme à la séance de médiation,
Et puis, au bout d'une heure, il y a eu une des parties qui dit « Ouais, mais ça fait 1 heure qu'on tourne en rond, il ne se passe rien dans ce groupe, machin, etc. » Puis là, je l'ai regardé, puis je dis « Madame, j'ai le sentiment... Enfin, vous avez le sentiment qu'on tourne en rond, qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'on arrête de tourner en rond ?» Et puis, je me suis mis dans une posture vraiment de dire « Mais attends, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est le problème que vous avez avec le groupe. Comment est-ce que vous pourriez faire ensemble pour régler ce problème ?» Puis finalement, alors je dirais que c'était un cauchemar au début. Je trouve qu'on s'en est pas trop mal tiré. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont pu être posées, mais ça, c'était vraiment un enfer. La première séance, en tout cas, c'était vraiment un enfer, quoi. Voilà. Mais de ça, je dirais, je pense que ce que j'ai appris aussi, c'est que je ne ferai plus des médiations avec 42 personnes. Parce qu'il faut imaginer la taille de la salle pour pouvoir mettre 40 personnes en cercle autour. Je n'arrive pas à avoir un regard de médiateur, dans le fond, à voir tout le monde. Donc je pense qu'une médiation avec 20 personnes, c'est déjà bien, mais 42 à 5 médiateurs, c'est vrai que c'était un peu de la folie, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Marc.